La leçon d'aujourd'hui est intitulée « Propagation d'une onde lumineuse ». Rappel, premièrement, principe de propagation rectiligne de la lumière. Okay. Alors, la lumière se propage dans un milieu homogène et transparent selon des lignes droites. Okay. Ça veut dire qu'on considère que la lumière est l'ensemble des lignes droites et chaque ligne est appelée rayon lumineux. En pratique, on ne peut pas isoler un rayon lumineux, mais nous allons considérer qu'un faisceau lumineux qui est très mince est considéré comme rayon lumineux. Alors, on représente le rayon lumineux par un segment muni d'une flèche qui indique le sens de propagation de la lumière. Donc, et on parle aussi des faisceaux lumineux. Alors, on a un faisceau cylindrique, faisceau cylindrique ou bien faisceau parallèle. Les rayons lumineux sont parallèles et on obtient ce faisceau cylindrique, par exemple, par un laser. Il y a aussi un faisceau divergent, c'est le faisceau, par exemple, émis par un phare de voiture. Et on a aussi un faisceau convergent qu'on obtient lorsque la lumière traverse une loupe ou bien une lentille convergente. Okay. Alors, je vais passer maintenant à la réflexion de la lumière. Alors, cette réflexion est observée chaque fois que la lumière tombe sur un miroir. Okay. Alors, supposons qu'on a un miroir qui est horizontal. Alors là, j'ai tracé la normale à cet miroir. Et voilà un rayon incident qui entre en contact avec ce miroir en N. Alors N est appelé point d'incidence. Et ce rayon, c'est le rayon incident. Alors en tombant sur cet miroir, il subit une réflexion. Ça veut dire qu'il change de direction de propagation. Voilà, donc je vais tracer le rayon réfléchi. Alors ici j'ai R, rayon réfléchi. Descartes a étudié ce phénomène en utilisant les lois de la géométrie et a posé deux lois qui régissent le phénomène de réflexion. La première loi, le rayon incident, IN, la normale au miroir, N'N, et le rayon réfléchi, INR, appartiennent au même plan. La deuxième loi, alors ici, je vais noter cet angle, ça veut dire l'angle que forme le rayon incident avec la normale par I. Et l'angle que forme la normale avec le rayon réfléchi par R. Alors la deuxième loi de Descartes nous dit que I égale à R. L'angle d'incidence égale à l'angle de réflexion. Maintenant, on va voir le deuxième phénomène, qui est le phénomène de réfraction. Là, on n'a plus de miroir, mais ce qu'on a, on a deux milieux. Le premier cas, on avait un seul milieu, et là, on a deux milieux. Milieu 1 et milieu 2. Et cette surface, c'est la surface qui sépare les deux milieux. Par exemple, ici on a l'air, ici on a l'eau. Ou bien ici on a l'air, ici on a le verre. Lorsque le rayon incident arrive au point N, il change de direction. Le rayon qui émane de ce rayon incident, je vais le représenter, au niveau de la surface de séparation, le principe de propagation rectiligne n'est plus respecté. Ici, alors la direction a changé. Alors cet angle, je vais le noter par I1. L'angle d'incidence est I1. Et l'angle de réfraction, je vais l'appeler I2. La lumière subit une réfraction lorsqu'il traverse une surface séparant deux milieux différents. Descartes a étudié aussi ce phénomène et a posé deux lois. Première loi, alors le rayon incident, la normale, et le rayon réfracté, je vais noter ici I', se trouvent dans le même plan. Deuxième loi, alors ce milieu 1, puisqu'il est différent du milieu 2, donc la vitesse de propagation dans le milieu 1, que je vais noter par V1,
est différente de la vitesse de propagation de la lumière dans le milieu de. Cette deuxième loi nous dit que sinus de l'angle d'incidence, ça veut dire sinus I1, divisé par sinus de l'angle de réfraction I2 égale au rapport de la vitesse V1 sur la vitesse V2. Ou bien la vitesse de propagation V2 fois sinus I1 égale à la vitesse de propagation V1 fois sinus I2. Passons donc au sujet de la leçon. Deuxième grand paragraphe, aspect ondulatoire de la lumière. Petit 1, phénomène de diffraction de la lumière. Et je vais commencer par petit a, description de l'expérience. Je vous rappelle la diffraction des ondes mécaniques. Sur l'image, la photo d'en haut montre la diffraction des vagues à l'entrée d'un pore et la photo d'en bas montre la diffraction d'une onde mécanique dans une kiva-onde. Ce qu'on observe est que les deux ondes traversent les deux ouvertures qui ont deux largeurs de même ordre de grandeur que leur longueur d'onde. En changeant leur direction de propagation, leur forme, sans que leur vitesse et leur longueur d'onde changent. Donc les ouvertures se comportent comme des sources secondaires qui émettent les deux ondes dans toutes les directions. Bon, c'est ça ce qu'on peut remarquer et ce qu'on peut conclure pour la diffraction des ondes mécaniques. Pour réaliser la diffraction de la lumière, on doit disposer de préférence d'une source laser. Sur la photo, on voit plusieurs sources. Chacune d'elles émet une lumière de couleurs différentes. En utilisant ces lumières, on peut donc comparer leur diffraction. On doit disposer aussi d'une fente réglable qu'on peut augmenter ou diminuer sa largeur. Et enfin, on doit avoir un écran qu'on place derrière la fente. Ensuite, on place le tout sur un banc optique, comme vous voyez sur l'image. Ce banc nous permet de faire glisser l'écran pour varier la distance qui le sépare de la fente. Le dispositif ainsi obtenu est le dispositif expérimental de la diffraction de la lumière. Au début de l'expérience, on règle l'ouverture de la fente à une largeur de l'ordre de 1 mm. On observe que le faisceau laser traverse la fente sans changer de direction de propagation. Et on voit l'apparition sur l'écran d'une tache unique de même diamètre que celui de la section du faisceau. Puis on commence à diminuer la largeur de la fente et dès qu'elle devient suffisamment petite, on observe sur l'écran une alternance de taches lumineuses alignées sur la même direction et séparées par des taches obscures appelées extinctions. Ainsi, à la traversée de la fente, la lumière n'a donc pas respecté le principe de propagation rectiligne. La fente se comporte comme une source secondaire qui émet la lumière dans toutes les directions. On assiste alors au phénomène de diffraction de la lumière. Lorsqu'on change la direction de la fente, de la verticale à l'horizontale, la direction de l'alignement des taches sur l'écran devient verticale. En diminuant la largeur de la fente, on constate que la largeur de la tache centrale augmente. Si on refait l'expérience avec des lasers de couleurs différentes, on observe que la largeur de la tache centrale augmente chaque fois que la longueur d'onde du laser utilisé augmente. La tache centrale du bleu, qui a une longueur d'onde plus petite, est inférieure à la largeur de la tache centrale du rouge, qui a une longueur d'onde plus grande. Et c'est ce qu'on voit sur la photo. Si on remplace la fente verticale par un fil métallique fin vertical, on obtient sur l'écran la même disposition des taches. Mais si on remplace la fente par un trou circulaire, on constate sur l'écran que la figure de diffraction change complètement. Au lieu d'avoir des taches alignées, on obtient une tache centrale lumineuse circulaire entourée par des anneaux lumineux qui sont séparés par des extinctions circulaires comme vous voyez sur la figure. Enfin, on remarque que la taille de la tache centrale dans les trois cas, utilisation d'une fente ou d'un trou ou d'un fil, augmente d'autant plus qu'on éloigne l'écran. Voici les observations expérimentales.
La diffraction est plus importante, c'est-à-dire la tache centrale est plus grande si la largeur de la fente est plus petite, la distance entre la fente et l'écran est plus grande, la longueur d'onde est plus grande. Passons maintenant à la suite du cours. Bon, on passe maintenant petit 2, la lumière est une onde électromagnétique. Bon, l'expérience qu'on a réalisée de la diffraction de la lumière, bien sûr en classe, prouve que la lumière présente un aspect ondulatoire. Et elle est exactement une onde, mais non pas mécanique, mais c'est une onde électromagnétique. On a vu que pour une onde progressive, c'est la propagation d'une suite successive de perturbations. Et ces perturbations, lorsqu'elles affectent un point du milieu, ce point commence à se mouvoir, il commence à vibrer. Et comme ça, on constate la déformation du milieu de propagation. Alors, donc, où se trouve exactement la perturbation en ce qui concerne les ondes lumineuses? Ok? Alors, puisque donc, les ondes lumineuses sont des ondes électromagnétiques, ils sont dus à la propagation de deux champs, champ magnétique et champ électrique, et ces deux champs sont perpendiculaires à la direction de propagation. Okay? Donc, la lumière est une onde électromagnétique transversale. Alors, on va expliquer transversale et onde. Onde, ça veut dire perturbation. Où se trouve la perturbation? Quel est le sens ou bien la nature de la perturbation? La perturbation pour les ondes mécaniques, donc c'est une modification des propriétés mécaniques du milieu. Et j'ai dit que les ondes électromagnétiques, c'est la modification des propriétés électriques. Alors on va voir comment ces propriétés électriques sont modifiées. Alors je vais prendre la direction de propagation. Bon, c'est là. Voilà la direction de propagation. Ok. Donc le champ électrique E, je le représente dans le tableau, dans le plan du tableau, ça veut dire la direction. Sa direction se trouve dans le plan du tableau et il doit être perpendiculaire à la direction de propagation. Voilà donc direction de propagation. Voilà le champ électrique E. Le champ B, okay, il est associé à E et il est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc il va se trouver où? Il va se trouver dans le plan horizontal qui est perpendiculaire au tableau. Okay, ce plan-là, qui est représenté par la règle. Okay, la règle, donc, il est perpendiculaire au tableau. Alors le champ B a la direction de la règle. Et puisque je vais le représenter en perspective, je vais le représenter ainsi. Voilà le champ B. Alors, on a là la perpendiculaire. Et en même temps, B est perpendiculaire à la direction de propagation. Et E perpendiculaire à la direction de propagation. Alors, onde, donc perturbation. Alors la perturbation, c'est quoi? Donc la modification des propriétés électriques. Alors les propriétés électriques, ils sont électromagnétiques, pardon. Donc le champ E et B représentent les propriétés électriques du milieu. Alors au cours du temps, lors de la propagation de l'onde, le champ E varie. Son sens varie et son module. Sa direction reste toujours perpendiculaire à la direction de propagation. Même chose pour B. Donc, puisque E et B sont variables, donc les propriétés électromagnétiques sont variables. C'est le sens de la perturbation, ça veut dire la modification des propriétés électriques et magnétiques.
Et transversal, pourquoi transversal? Alors, donc, lorsque il varie perpendiculairement à la direction de propagation. Même chose, lorsque B varie, ok, il varie perpendiculairement à la direction de propagation. Ok, donc, la perturbation qui est la variation de E et B au cours du temps se fait perpendiculairement à la direction de propagation. Alors c'est pour cela qu'on dit que l'onde lumineuse est transversale. Bon, il faut noter que la lumière, c'est pas comme... Quelle est la différence entre la lumière et les ondes mécaniques? Donc la première différence, on a dit que c'est pour les ondes mécaniques, la modification, c'est, ou bien la perturbation, c'est la modification des propriétés mécaniques. Ça veut dire la vitesse, la pression, quoi d'autre? La vitesse, la pression, les coordonnées de la position, des points du milieu qui varient. Ok? Donc là, on a des points matériels, ok, qui subissent la modification. Ici, non. Ce ne sont pas des points matériels qui subissent la modification, mais ce sont les positions ou bien des points du milieu que leur, ou bien les propriétés électromagnétiques en ces points varient au cours du temps. Ok, donc voilà. Alors donc cette modification n'est pas matérielle. Ok. La deuxième différence est que l'onde mécanique nécessite un milieu matériel pour se propager, tandis que l'onde électromagnétique ou bien la lumière ne nécessite pas nécessairement un milieu matériel, ils peuvent se propager dans le vide. Commençons par la notion d'onde lumineuse monochromatique. Bon, on a expliqué onde monochromatique. Alors mono veut dire un seul ou bien une seule. Chromatique veut dire couleur. Ça veut dire monochromatique, ça veut dire onde lumineuse à une seule couleur. Okay. Tout d'abord, comment on va savoir qu'une telle onde lumineuse est monochromatique? Alors, par définition, une onde lumineuse est monochromatique si elle ne subit pas une diffraction à la traversée d'un prisme. En optique, on schématise le prisme ainsi. Voilà. Donc voilà la première face et la deuxième face. Donc, onde lumineuse monochromatique, okay, si on projette un faisceau lumineux mince sur un prisme, alors à la traversée du prisme, si on constate que ce faisceau lumineux ne subit pas de diffraction, alors bien sûr qu'il change de direction à cause de la réfraction qu'on a étudiée. Donc la première réfraction sur cette face et la deuxième réfraction sur cette face, mais sans qu'il aboutisse au phénomène de réfraction. Dans ce cas, cette lumière, c'est une lumière monochromatique. Dans le cas contraire, si on projette un rayon ou bien un faisceau lumineux sur un prisme, à la sortie du prisme, on va constater qu'il y a plusieurs couleurs. Okay? Ça veut dire qu'on obtient un spectre de couleurs. Dans ce cas, la lumière projetée n'est plus une lumière monochromatique, c'est une lumière polychromatique. La lumière monochromatique, c'est une onde progressive sinusoïdale. On a vu pour les ondes mécaniques, sinusoïdale, ça veut dire que le mouvement de la source est sinusoïdal et ainsi le mouvement de tous les points du milieu de propagation ont un mouvement sinusoïdal. Ça veut dire régi par une fonction sinusoïdale. Là, puisqu'il s'agit de la lumière, c'est la propagation de deux champs, magnétiques et électriques. Les variations de ces deux champs sont régies par deux fonctions sinusoïdales. Alors cette lumière monochromatique, puisqu'il est périodique, alors
Elle a une période. Pour la lumière, on préfère parler de la fréquence. Pourquoi? Parce que la période, elle est très courte, très petite. Alors la fréquence qu'on note nu de la lumière monochromatique est imposée par la source lumineuse. La vitesse de propagation, comme le cas des ondes mécaniques, elle dépend bien sûr du milieu de propagation. Dans le vide, où il y a absence de la matière, la vitesse de la lumière est c. Il est très proche de 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Alors cette vitesse-là, c'est une constante universelle. Qu'est-ce que ça veut dire constante universelle? Ça veut dire que la vitesse de la lumière n'est pas relative comme la vitesse d'un objet matériel ou bien d'un système matériel. Elle ne dépend pas du référentiel choisi dans lequel on va mesurer cette vitesse. Dans un milieu matériel transparent. Alors, la vitesse que je vais noter par V, elle est inférieure à C. Okay? Ça veut dire C, c'est la vitesse limite. Pour une onde monochromatique, on va parler de ce qu'on appelle indice de réfraction, okay, du milieu, transparent bien sûr. On note par petit n est donné par l'expression suivante, ou bien par la relation suivante. Donc n égale à la vitesse de la lumière, ou bien le rapport de la vitesse de la lumière dans le vide sur la vitesse de la lumière dans le milieu V. Okay. Alors n, elle est 100 unités, okay, et elle est supérieure à 1, puisque toujours on a C est supérieur à V. Exemple, donc, pour un milieu qui est l'eau, on aura n égale à 1,33. Pour le verre, par exemple, on a n égale à 1,5. On a cet indice est inférieur à cet indice. Okay. Ça veut dire que V dans l'eau est supérieur à la vitesse dans le verre. Alors, comme remarque, on va revenir à la deuxième loi de Descartes en ce qui concerne la réfraction. Donc, je rappelle cette loi. On a trouvé que V1 ou bien V2, ça veut dire la propagation de la lumière dans le milieu 2 fois sinus de l'angle d'incidence qu'on a appelé I1, okay? Donc égale à V1 fois sinus I2. Je vais diviser par C, là, et C, là. Alors je vais trouver quoi? Alors V2 sur C, ça donne 1 sur N2, et là, j'ai 1 sur N1, et en multipliant N1, ok, fois sinus I1, va me donner N2 fois sinus I2. Et voilà la forme la plus simple, ou bien l'expression la plus simple de la loi de Descartes. Donc N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2. Donc petit 3, fréquence nue et longueur d'onde. Bien sûr d'une lumière monochromatique. Alors on a dit que nue, indépendante du milieu de propagation. Bon, en optique, on représente l'onde monochromatique par lambda 0, sa longueur d'onde dans le vide. Lambda 0 égale à C sur nu. Ok, C c'est la vitesse de la lumière dans le vide, et nu c'est la fréquence de l'onde imposée par la source. Ok, ça veut dire que la longueur d'onde de la lumière, okay, dépend du milieu de propagation. Et si on veut la calculer, donc on va remplacer C par V. Alors V sur nu. Alors pour lambda 0, donc à chaque lambda 0, ça veut dire longueur d'onde de le vide, correspond une lumière monochromatique. Et le spectre de la lumière visible, lambda 0,
est comprise entre 800 nanomètres et 400 nanomètres. Ça veut dire 0,8 micromètres et 0,4 micromètres. Okay. Donc si on représente les différentes lumières monochromatiques sur un axe, des longueurs d'onde par exemple, okay. Alors ici j'ai la longueur d'onde lambda 0 et là j'ai les fréquences nues, alors là en hertz, et lambda 0 c'est en nanomètres. Donc la lumière visible, elle est comprise, et sa longueur d'onde dans le vide est comprise entre 400 nanomètres. Et là j'ai 800, voilà, 800 nanomètres. Et pour les fréquences, alors là, j'ai la fréquence de 7,5 fois 10 à la puissance 14 Hertz, donc c'est une fréquence très grande. Et de ce côté, j'ai 3,75. 3,75 fois 10 puissance 14. Donc la lumière visible, ou bien la lumière monochromatique visible qui a la plus petite longueur d'onde, c'est le violet. Alors là, j'ai le violet. Et la lumière qui a la plus grande longueur d'onde et qui a la plus petite fréquence dans le spectre de la lumière visible, c'est le rouge. Okay. Et entre le rouge et le violet, on a, donc si on part de ce côté-là, ça veut dire les longueurs d'onde diminuent et la fréquence augmente. Donc le rouge, on a l'orange, puis le jaune, puis le vert, okay, puis le bleu et l'indigo. Okay, donc rouge, orange, jaune, vert, bleu, l'indigo et le violet. Alors pour la lumière invisible, on a les lumières infrarouges qui se situent de ce côté. Okay, ça veut dire sa longueur d'onde elle est supérieure à 800 nanomètres, l'infrarouge. Et de ce côté-là, on a l'ultraviolet. Alors pour la lumière infrarouge, ça veut dire sa longueur d'onde, lambda 0 de l'infrarouge, elle est comprise entre 1 mm comme longueur d'onde maximale et supérieur strictement à 800 nanomètres. Donc la lumière infrarouge est appelée onde électromagnétique thermique ou bien rayon thermique. C'est la lumière utilisée pour la vision nocturne et aussi dans les micro-ondes. Et puis la longueur d'onde de la lumière ultraviolet, alors elle est donc comprise entre, alors de ce côté-là, j'ai 400 nanomètres et de là, 10 nanomètres. Passons donc au paragraphe suivant, paragraphe 4, diffraction d'une onde monochromatique. Alors on va traiter le cas d'une diffraction par une fente verticale. C'est la même chose si la fente est horizontale. Je commence tout d'abord par les observations expérimentales. On a observé que la largeur de la tache centrale augmente si la largeur A de la fente diminue, si la longueur de l'onde augmente et finalement si la distance qui sépare l'écran de la fente, sachant qu'on pose l'écran parallèle à la fente, augmente. Alors on doit vérifier théoriquement
ces trois observations. On va parler de ce qu'on appelle écart angulaire, θ. Que représente l'angle θ? Donc je vais vous montrer sur la figure. Bon, on projette un faisceau laser, seulement la lumière qui tombe sur l'ouverture, ça veut dire sur la fente, qui passe et il subit une diffraction. Donc le phénomène de diffraction n'est observable que si la largeur de la fente A est comprise entre lambda et 100 lambda. Bon, je vais tracer cette direction entre le centre de la fente et l'écran. Là, j'ai la perpendiculaire. Je montre ici la largeur de la tache centrale. Et voilà. Voilà la tache centrale. Sa largeur, je vais le noter par grand L. Voilà l'écart angulaire θ. θ. On a le même écart angulaire. Alors, on a la relation suivante. θ égale à lambda sur A. Exprimé en radians. On n'a rien à montrer ici, donc c'est une relation qu'on ne peut pas démontrer pour votre niveau. Θ, c'est quoi? C'est l'angle entre le rayon qui passe par le centre de la tache et le rayon Donc j'ai dit qu'à partir de l'écart angulaire, on va établir l'expression entre ces trois grandeurs. Okay. Et on va utiliser la géométrie tout simplement. Bon, la distance entre le centre de la tâche et l'extrémité de la tâche va être L sur 2. Et là, donc, on va exprimer tangente de θ. Alors, tangente de θ, comme vous voyez sur la figure, donc la tangente, c'est toujours égal à l'opposé sur l'adjacent. Alors, l'opposé, c'est L sur 2, et l'adjacent, c'est D. Tangente θ, donc j'ai dit, c'est L sur 2, divisé par l'adjacent qui est D. θ est très petite, toujours inférieure à 10 degrés, ça veut dire que à peu près égal à 0. Et dans ce cas, on peut faire l'approximation suivante. Tangente θ est à peu près égale à θ. Et je vais de cette expression, ok, voilà, donc on a déjà θ égale à lambda sur θ. Donc, bon, alors je vais remplacer θ par cette expression. Lambda sur A égale à L sur 2 divisé par D. Ça prouve quoi? Ok, ainsi. Alors on cherche l'expression de la largeur de la tâche. Alors L égale. Ok, donc voilà. Alors 2, elle est au dénominateur. Ok, donc c'est 2 lambda D sur A. Alors voilà l'expression de la largeur de la fente en fonction de la longueur de la distance qui sépare l'écran de la fente et de A, la largeur de la fente. Revenons aux observations expérimentales. Donc vous voyez ici que cette largeur augmente si lambda augmente, si D augmente, ok, et si A diminue. Donc cette expression de L est conforme aux observations expérimentales. Dispersion de la lumière par un prisme. Tout d'abord, ce que ça veut dire un prisme. Donc un prisme, c'est un milieu transparent, limité par deux faces planes qui se coupent en une ligne droite appelée arête du prisme. Alors voilà, j'ai pris un schéma en perspective d'un prisme. Voilà les deux faces. L'une est cette face, l'autre elle est dans le plan arrière du tableau. Okay. On schématise le prisme en optique par ce triangle. Okay. Cet angle A est appelé angle du prisme. Alors donc, on fait l'expérience de la dispersion de la lumière. On fait
projeter sur un prisme un faisceau de lumière blanche, un faisceau mince. Okay. Alors on voit que ce faisceau donc, subit la première diffraction lors du passage de l'air, parce que le prisme se trouve dans l'air. Okay. Dans le milieu qui forme le prisme, donc en général c'est du verre ou bien du plexiglas. Puis, en ce point-là, il subit une deuxième réfraction. Et là, on voit qu'on obtient sur un écran une tache colorée, okay, de différentes couleurs. Et ces couleurs sont arrangées de telle sorte qu'on a le rouge qui est en haut, puis l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Le faisceau, la lumière blanche, d'après cette expérience, c'est une lumière polychromatique. Ça veut dire qu'elle est la composition de toutes les ondes lumineuses monochromatiques visibles par l'œil de l'homme, l'œil nu. Et le prisme, il décompose cette lumière polychromatique en lumière monochromatique qu'on voit sur l'écran. Et parmi ces lumières monochromatiques, on voit que le rouge est le moins dévié. Tandis que le violet, okay, c'est le rayon qui est à l'extrémité basse de la tache colorée. Le violet, c'est le plus dévié. Et cette tache est appelée spectre de la lumière blanche. Alors c'est ça la dispersion de la lumière. Okay. Alors pour interpréter cette expérience, on va faire une autre expérience, okay, en utilisant, au lieu d'un faisceau lumineux blanc, on va utiliser un faisceau lumineux monochromatique. Comme conclusion, le prisme décompose la lumière blanche, qui est une lumière polychromatique, en lumière monochromatique. Alors on se demande pourquoi, à la traversée du prisme, ce faisceau lumineux, donc les ondes monochromatiques qui forment ce faisceau, ont subi des déviations différentes. Le rouge est le moins dévié, tandis que le violet est le plus dévié. Donc on va comprendre ça à partir du petit paragraphe suivant. Bon, petit 2, influence de la couleur de la lumière sur l'indice de réfraction. Alors n égale à la vitesse de propagation de la lumière dans le vide divisé par la vitesse de propagation dans un milieu matériel. Ici, le milieu matériel, c'est le verre, okay. On a l'air, et approximativement, on prend l'indice de réfraction de l'air égal à l'indice de réfraction du vide. Et l'indice de réfraction du vide, c'est 1. Bon, donc cet paragraphe va nous permettre de comprendre ou bien d'interpréter pourquoi les différentes radiations monochromatiques, lorsqu'ils passent par le prisme, ils ne subissent pas la même déviation. Alors là, on va prendre un prisme sur lequel on projette un rayon incident monochromatique provenant d'un laser. Okay. Si on ne dispose pas de laser, on pourra utiliser une lumière blanche. Okay. Donc une lampe qui émet une lumière blanche, et cette lumière, on va la laisser passer par un diaphragme. Okay. Un diaphragme de largeur un petit grande pour qu'on n'aura pas la diffraction. Et on met devant ce rayon, après qu'il traverse un diaphragme, un filtre appelé filtre fréquentiel, un filtre. Alors, si on veut obtenir une lumière rouge, on utilise un filtre fréquentiel rouge. Alors, lorsque la lumière blanche passe à travers ce filtre, il va absorber toute
les lumières monochromatiques, sauf la lumière rouge qui la laisse passer. Okay. Si on veut une autre couleur, donc on choisit le filtre de cette couleur. Donc il va absorber toutes les couleurs et ne laisse uniquement la couleur qu'on veut obtenir. Donc lorsque le rayon incident arrive sur une des faces du prisme, au point I, il va subir la première réfraction. Conformément aux lois de Descartes, donc on a N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2. Alors moi, je vais appeler l'angle de réfraction ici R1. Okay? Et pour l'indice N1, c'est l'indice de l'air, donc c'est égal à 1. On va le nommer. Ici, on a l'indice de réfraction du verre, donc c'est N. Voilà. Alors, d'après cette loi, on obtient R1, il doit être inférieur à I1, parce que N du verre, donc égal à 1,55, il est supérieur à l'indice de réfraction de l'air qui est égal à 1. Alors, à la sortie, voilà, donc lorsque la lumière passe de l'air vers le verre, l'angle de réfraction va être plus petit que I1. Donc là, je vais tracer, je vais continuer le chemin du rayon incident. Donc il sera un rayon réfracté, donc l'angle sera inférieur. Okay, voilà la direction initiale. Donc je vais incliner vers le bas. Ça veut dire que notre rayon va être incliné ou bien va être dévié de plus à la normale. Là, c'est la normale. Okay. Alors là, j'ai l'angle qu'on va noter par R1. L'angle R1. Donc, lorsque ce rayon arrive à l'autre face, il va subir une autre réfraction selon toujours la loi de Descartes. Donc, pour représenter le rayon émergent du prisme, je dois tout d'abord tracer la normale. Alors le deuxième rayon, cet angle sera l'angle d'incidence. Deuxième angle d'incidence que je vais noter par R2. R2. Et à la sortie du prisme, l'angle de deuxième réfraction sera supérieur à R2 d'après la loi de Descartes. Donc voilà la direction initiale. Donc je dois dévier vers le bas pour avoir un angle supérieur. Voilà par exemple, ok. Donc je vais utiliser le rouge. Alors j'ai fait ce schéma avec vous pour que vous compreniez bien le chemin suivi par le rayon incident. Donc c'est le rayon émergent, ça veut dire sortant du prisme, et cet angle, je vais le nommer par I2. Alors là, on va considérer un angle qu'on appelle angle de déviation. Ça veut dire c'est l'angle d'émergence, ou bien l'angle que fait le rayon émergent du prisme avec le rayon incident. Okay. Donc je vais prolonger ces deux rayons, le rayon incident, et aussi je prolonge le rayon émergent du prisme, ce rayon-là. Voilà, je l'ai prolongé. Et voilà l'angle qu'on va considérer, c'est cet angle, qu'on va noter par D. Ok. Appelé angle de déviation. Alors D est l'angle que fait la direction du rayon incident et la direction du rayon émergent. Ça veut dire sortant du prisme. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est de trouver une relation entre l'angle D, l'angle A, l'angle I1 et l'angle I2. Et à partir de cette relation, on va comprendre pourquoi l'angle de déviation dépend de la lumière monochromatique. Alors là, je vais noter ces points. Ce point-là, c'est I, donc c'est la rencontre du rayon émergent et le rayon incident. Ce point, je vais l'appeler par exemple J.
Et on va commencer par ceci, ok? Alors, ces deux angles ici, on va les utiliser comme intermédiaires. Je vais appeler cet angle D1 et cet angle D2. Ok? Bon. Dans un premier temps, on a l'angle D, ok, le voilà. À quoi égal? Donc l'angle D égale à pi, voilà pi, ok, moins cet angle, donc que je vais noter alpha. Alors, j'ai mis tous ces angles pour que vous compreniez mieux comment on trouve la relation. Ok. Donc voilà l'angle alpha. Alors, je vais commencer par cette relation. On a D plus alpha égale à pi. Donc, c'est une droite, ok. Donc, l'angle d'une droite, c'est pi. Donc, pi, voilà, égale à cet angle-là, qui est alpha, plus d. Voilà, d plus alpha égale à pi. Et d'autre part, on a un triangle, et on sait tous qu'en mathématiques, vous avez vu que la somme des triangles la somme des angles d'un triangle, c'est pi. Ok? Donc, D2 plus D1 plus I égale à pi. D'accord? D2 plus D1 plus pi, pardon, D2 plus D1 plus alpha égale à pi. Voilà, je vais montrer sur la figure. Voilà D2. Voilà le triangle considéré, ce triangle-là. Ok? Voilà, pardon, ici déjà j'ai le point I, donc je peux mettre ici K. Ok, j'ai pas vu, j'ai pas fait attention. Ok. Donc, alors, je vais noter ce point-là par I1 et là le point I2. Alors, cette relation, on l'a obtenue à partir du triangle I1, K, I2. I1, K, I2. Et en comparant ces deux résultats, on a D plus alpha égale à pi, D2 plus D1 plus alpha égale à pi, ça prouve que donc ces deux relations nous donnent que D égale à D1 plus D2. Voilà la première relation. On va trouver autre relation. Alors, si on considère ce triangle, I1, I2, J, ok? Et cet angle, je vais le noter par θ. Donc, R1 plus R2 plus θ égale à pi, ok? Donc, le triangle I1, I2, J, ok, me donne que R1 plus R2, R1 plus R2 plus θ égale à pi. Maintenant, je vais considérer, voilà, cette figure-là, J, I1, A et I2. Alors, J, I1, A et I2. Alors là, on a la perpendiculaire, ok? Donc la perpendiculaire parce que c'est la normale, ok? Ce côté-là, c'est la normale. Et ce côté-là, c'est la face du prisme, ok? Donc cet angle-là, voilà,
c'est pi sur 2. Même chose pour cet angle, c'est pi sur 2. Donc ça va me donner A ok, A plus θ égale à pi. Donc pi sur 2 plus pi sur 2, c'est pi. Donc, ce quadrigramme, soi-disant, la somme de ces angles, c'est 2pi. Ok. Alors déjà, on a ici pi. Il me reste pi entre A et θ. Ça veut dire A plus θ égale à pi. Et de là, on va trouver que A égale, ou bien R1 plus R2 égale à A. Alors voilà, donc la deuxième relation. Première relation et la deuxième relation. Alors, donc, je dois avoir une autre relation pour trouver des angles de déviation. Déjà, on a ici des déviations. Bon, voyons maintenant l'angle I1. L'angle I1, en fait, ces deux angles, voilà, voilà, cet angle-là, et I1 sont opposés, donc ils sont égaux. Et cet angle, c'est quoi? C'est R1 plus D1. Ça veut dire que I1 égale à D1 plus R1. Ok? D1 plus R1 égale à I1. Même chose de ce côté-là. Voilà donc l'angle I2, voilà donc ces deux angles sont opposés. Cet angle avec l'angle I2. Et cet angle, c'est D2 plus R2. Donc D2 plus R2 égale à I2. D2 plus R2 égale à I2. Donc c'est la relation 3 et la relation 4. Donc après avoir trouvé ces quatre relations, je vais exprimer D en fonction des trois angles, à savoir l'angle A, I1 et I2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la relation 3 plus 4. Ok? Donc, 3 plus 4 va donner. Alors, D1 plus D2 plus R1 plus R2 égale à I1 plus I2. Et déjà, on a D1 plus D2, c'est D. Voilà. R1 plus R2, c'est A. Et finalement, on aura A plus D égale à I1 plus I2. Et de là, on a l'expression de D qui est égale à I1 plus I2, pardon, moins A. Voilà la relation cherchée, qui va nous permettre de comprendre, je rappelle toujours, pourquoi les ondes ou bien les lumières monochromatiques subissent différentes déviations lors du passage d'un prisme, ou bien par un prisme. Donc, interprétation de la dispersion de la lumière blanche. Je commence par loi de Descartes. Alors, première réfraction. On a la loi suivante, donc N1 égale à 1, donc il me reste sinus I1 égale à N qui est l'indice de réfraction du verre ou bien du milieu du prisme fois sinus R1. Et la deuxième réfraction, ok, la loi est la suivante. Donc, N sinus R2 égale à sinus I2. Ça veut dire que I2 dépend de N. N n'est autre que la vitesse de la lumière, comme j'ai écrit ici, sur V. Et V, c'est quoi?
par définition, c'est la longueur d'onde fois la fréquence. Donc ça veut dire égal à C sur lambda fois la fréquence nu de l'onde monochromatique. Donc si I2 dépend de N, ça veut dire que D en dépend aussi. Pourquoi? Parce que D, elle est exprimée en fonction de I2, c'est-à-dire de lambda, qui définit la couleur de la lumière monochromatique. Ça veut dire que toutes les lumières monochromatiques ne sortiront pas du prisme avec le même angle. Chaque lumière émerge du prisme, okay, avec un angle D. Okay. C'est pourquoi on a obtenu un spectre de lumière blanche lorsque le rayon incident était blanc. Et conclusion, le vert du prisme, puisque la vitesse de propagation dépend de la fréquence. C'est un milieu dispersif pour la lumière. Bon, c'est tout, ok. Merci pour votre attention.